Mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J.Ramingono, chaîne officielle de l'engagement, soyez les bienvenus. Également ceux qui sont connectés sur ma page Facebook Ramingono officiel, je vous souhaite la bienvenue, ainsi que ceux qui sont dans les fourmis magnans. Christ soit encore pour un jeudi où nous allons commencer par penser à une citation qui nous colle si bien. C'est Jean-Jacques, c'est Jean-Paul Sartre plutôt, qui disait en 1964, je cite, « J'étais un enfant, ce monstre que les adultes ont fabriqué et ont éliminé avec beaucoup de regrets. » Fin de citation. Aujourd'hui, en regardant la cérémonie de Kumba, cet enfant assassiné dans une école, on comprend encore ce que cette citation nous porte. Ils n'auront pas vécu, leur avenir s'est arrêté subitement. Ils n'ont commis aucun péché, aucune faute, mais la sentence est tombée, condamnés à mort, exécutés dans un pays pourtant où la peine de mort n'est plus appliquée. 7 innocents abattus dans une école à Kumba et inhumés aujourd'hui dans une cérémonie où il fallait avoir un cœur pour tenir. Voir des parents souffrir, voir l'assemblée en larmes et dire au revoir à ses enfants, c'était une véritable douleur, une douleur qui brisait les cœurs. Ils sont tombés, ils sont partis, ils sont déjà enterrés. Deux mètres sous terre, et la vie sur terre est terminée. Pour ces enfants, nous garderons leur nom, ou plutôt leur prénom. Victory avait 10 ans. Sa mère croyait d'ailleurs que c'était une victoire, puisqu'ayant longtemps attendu la grossesse, ayant longtemps cherché cette fille, malheureusement, à 10 ans, elle s'en est allée, tout comme Réma, 10 ans. Elle pouvait être une reine, elle ne le sera jamais. Une autre se prénommait d'ailleurs princesse, de par sa beauté, de par sa jovialité. On voyait comment elle ne pouvait que briller. Princesse, ses rêves se sont brisés. Tout comme Jennifer avait une santé de fer. La voilà précipitée en enfer. Sitôt
aujourd'hui, elle est devenue un produit ou alors la nourriture des vers de terre alors qu'elle n'avait que 11 ans. Rent avait 12 ans. Cindy voyait déjà la maturité un peu arriver, était toute contente et était déjà convaincue que elle devenait une jolie petite fille enviée par tout le monde au quartier. 14 ans, tout s'est arrêté. Tellement la plus âgée avait 15 ans. Voilà une génération brisée. Voilà une vie qui s'achève dans cette école Mother Francesca Bilingual School à Kumba, où elles ont été abattues le 24 octobre 2020. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, devrait se poser la question. Exactement comme dans le livre du prophète Ézéchiel. Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des fils qui se trouvent agacées. Si aujourd'hui, ces enfants sont assassinés, c'est bien à cause de la faute des adultes, des responsables qui savaient qu'en déclarant une guerre, il y aura des conséquences lourdes. Je l'ai crié en 2016, je l'ai répété en 2017 et surtout j'ai averti que c'est beaucoup plus des innocents qui allaient tomber dans cette guerre, ou d'ailleurs, je rappelais une citation de Niccolò Machiavelli, plus connu sous le nom de Nicolas Machiavel en 1605 dans Le Prince, qui disait « On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». La guerre a donc été déclarée alors qu'on aurait pu négocier, on aurait pu discuter, parce que c'était des revendications qui étaient bien là, mais on a voulu aller avec la brutalité meurtrière, avec l'armée. Aujourd'hui, la question qu'il faudrait poser aux responsables de cette guerre, avez-vous gagné? Et quand comptez-vous gagner? Ça va se terminer à quel moment? Plus le temps va, plus il est inquiétant, dans la mesure où, même arrivé actuellement au niveau des deux régions anglophones, c'est un véritable parcours de combattants. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, est parti assister à la dernière cérémonie, le dernier hommage rendu à ses enfants. Mais il n'est même pas arrivé alors qu'il était surblindé avec un convoi de 53 véhicules, dont 8 camions militaires, 4 régimes de guerre, sans pour autant oublier des snipers qui étaient à peu près aux alentours de 10.
qu'à cela ne tienne, il a été attaqué. À peine il était passé, les véhicules qui formaient la queue du convoi ont subi des tirs. Le Premier ministre a tremblé et a arrivé là-bas, bien sûr, en comprenant que même au lieu de cérémonie, malgré la présence des forces de sécurité, il était en insécurité. Ça peut venir de partout. C'est donc la preuve qu'on a multiplié des problèmes. La preuve, c'est que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe après les assassinats, les massacres de l'école Mother Francesca, on serait attendu à ce qu'il y ait ce qu'on peut dire des mesures pour sécuriser l'école. Les écoles, les collèges, puisque le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, nous avait fait comprendre que s'il y a eu des attaques dans cette école, c'est parce qu'elle n'était pas déclarée, qu'elle venait de commencer et que les autorités n'étaient pas en mesure de la sécuriser parce qu'elle n'était pas informée. Mais là, on se rend compte que quelques temps après, c'est un chapelet d'attaques qui surviennent dans les deux régions anglophones et particulièrement dans les écoles. Alors que l'ONU parlait déjà de 500 attaques, on a encore vu seulement le 3 novembre et jusqu'à aujourd'hui des enlèvements. Enlèvement de 11 professeurs dans l'enceinte de l'établissement. Et jusqu'à pareille heure, on ne les a pas retrouvés. On a vu une vidéo horrible des traitements dégradants et inhumains infligés à des enfants. Des enfants qui ont été déshabillés dans l'enceinte d'un établissement allumé. Comment est-ce que ces enfants qu'on a vus nus, maltraités, et une école incendiée, alors qu'elle était juste à côté, non loin du camp, du Bir, comment est-ce que cela est-il possible? Limbe n'était pas encore sous la menace terroriste, puisque les forces de sécurité réussissaient tout au moins à y mettre une certaine paix. Mais qu'aujourd'hui, à Limbe, on aille faire, commettre de tels actes odieux juste après un attentat. Et lorsqu'on voit surtout la réaction des forces de sécurité, on se dit, la situation est vraiment grave et que l'État a perdu son contrôle. Puisqu'on va voir dans la vidéo, les forces de sécurité qui arrivent sont en sous-effectif et un militaire est en train de filmer. Admettons, supposons que ces militaires-là auraient trouvé sur place les séparatistes, les Amazoniens. Pouvaient-ils répliquer lorsqu'on voit qu'ils étaient carrément en sous-effectif? Lorsqu'on voit qu'ils ne sont pas venus avec un matériel pouvant permettre aux enfants d'ailleurs d'être sécurisés ou même pour qu'eux-mêmes ils fassent ce qu'on appelle une opération de ratissage. Bien plus, on apprend qu'on a plutôt eu recours aux conducteurs de motos, de bicyclettes, pour demander à ce que certains aillent dans la brousse et récupérer d'autres enfants qui avaient été enlevés ou kidnappés par des hommes armés à plus de 7 km de la brousse. C'est donc maintenant des populations qui sont obligées de repartir bras ballants
Est-ce que aujourd'hui le Cameroun est capable de sécuriser les écoles, les enfants, la priorité des priorités d'un État? Et d'ailleurs, selon le communiqué de l'ONU publié le 3 novembre, eh bien, l'ONU rappelle à l'État du Cameroun qu'il a l'obligation de sécuriser non seulement les écoles, mais aussi les hôpitaux. Comment peut-on donc admettre que, après les événements qu'il y a eu le 24 octobre, que cela ne soit pas sécurisé, que les écoles soient encore abandonnées et que l'armée arrive un peu plus tard? Prenons un exemple en France où vous avez pu voir, ne serait-ce qu'un attentat commis dans une église. L'État tout de suite a répliqué en disant « Nous allons mettre des effectifs au niveau des églises pour les garder, ou encore dans les écoles pour les sécuriser. » Mais au Cameroun, on se rend compte que non seulement les écoles ne sont pas sécurisées jusqu'à présent, mais le danger va jusqu'à Yaoundé, la capitale politique. Puisque vous avez pu le constater, des explosions ont eu lieu. Et c'est la 5e fois que les explosions surviennent à Yaoundé, capitale politique. Alors que Paul Biya disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le Cameroun, actuellement, donc, est asphyxié par des explosions de bombes artisanales. Ce qu'on vous disait, que c'est une gangrène, la guerre, quand l'insécurité s'installe dans une région d'un pays, et qu'on ne cherche pas à dialoguer ou à endiguer le mal, il devient comme une tumeur cancérigène qui se développe, qui prend l'ampleur d'une pieuvre et qui asphyxie tout le pays, tout l'État. Aujourd'hui, Yaoundé est sous la menace terroriste. Et le pire, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre la main sur un seul poseur de bombes. Souvent, on nous envoie des fake news pour rassurer les populations qu'Israël Hotel a été arrêté. Mais en réalité, lorsqu'on voit le communiqué du gouvernement, on se rend compte que jusqu'à présent, il n'y a même pas eu un soupçon d'arrestation. Et ce n'est pas seulement Yaoundé. Douala, lorsque vous regardez un reportage qui est passé sur TV5, guerre, eh bien, on découvre que Douala est actuellement à la merci des brigands, des groupes terroristes qui s'appellent des microbes, c'est-à-dire qu'un mot importé de la Côte d'Ivoire et qui sèment de la terreur dans la capitale économique. Ils sont âgés entre 12 et 19 ans. L'extrême nord, c'est Boko Haram. L'est, c'est les Séléka. Où est-ce qu'il y a donc actuellement la paix au Cameroun? Il n'y en a pas. Le Cameroun est en danger. Et jusqu'à présent, certains sont là, en train de rigoler, en train de vouloir rejeter la responsabilité sur d'autres. En train de dire que c'est le MRC qui a acheté des armes, qui a cotisé, alors que cette guerre existe depuis. Les revendications anglophones existent depuis les années 91. Le MRC n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de la cotisation d'armes. Et pourquoi? Parce qu'on va profiter de cette perche pour prendre Maurice Kamto. Je vous annonce donc solennellement les informations de première main que j'ai obtenues aujourd'hui, avant le direct, recoupées, vérifiées. Eh bien, Ngongo et son clan ont décidé d'arrêter Maurice Kamto. Maurice Kamto pourrait être arrêté
soit demain, soit la semaine prochaine. Une chose est sûre, Maurice Kamto sera arrêté et sera conduit au CED. On est en train de tout préparer en ce moment. Je vous donnerai encore beaucoup plus de précisions samedi pour vous dire l'organisation qui est en train de se faire. Mais retenez déjà qu'au moment où je vous parle, information sûre à 5%, Maurice Kamto devrait être arrêté, puis conduit au CED avant d'être transféré à Kondengui. Ceci est en train de se préparer. Et ce soir, au moment où je vous parle, il y a encore eu des réunions et il y a actuellement des vrais préparatifs pour l'accueillir au CED. Je tiens donc à vous en alerter. Parce que leur préoccupation, c'est arrêter Maurice Kamto. Regardez jusqu'où ils sont mesquins. Ils veulent profiter de la situation internationale, qu'on est en train de parler des élections aux États-Unis, qu'on est en train de regarder la Côte d'Ivoire. Ils profitent, ils arrêtent Maurice Kamto. Ils ont mis autant d'agents de sécurité, autant de militaires, autant de gendarmes devant la maison de Maurice Kamto. Et pourtant, vous voyez les écoles où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, où ils sont assassinés. Il n'y a même pas un militaire devant une école. Alors que les écoles, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, toutes les écoles doivent être gardées, doivent être sécurisées. C'est ça la mission de l'État. Mais non, leur mission, c'est de confisquer le pouvoir, d'arrêter les opposants, de prendre Foguet, de prendre du Bounissac, avec tous ceux qui contestent, installer la terreur pour que les gens n'aient pas l'intention de revendiquer et de se demander où se trouve Paul Biya. Lorsque vous regardez ce qui est en train de se jouer, aujourd'hui donc, au Cameroun, vous n'avez plus qu'à poser une question. Paul Biya a hérité d'un pays en paix. 38 ans après, que vaut le Cameroun? Où est la paix au Cameroun? Sur le plan politique, le Cameroun est tombé. Sur le plan économique, le Cameroun est à terre. Sur le plan social, le Cameroun est fini. 38 ans, Paul Biya va les fêter au pouvoir. Eh bien, le 6 novembre, ça nous permettra, dans les dossiers noirs du samedi soir, de revenir sur cette époque d'Amadou Ahidjo et la transition avec Biya et de faire le bilan. Où se trouve le Cameroun qui naguère fut le grand professeur de la Côte d'Ivoire? Oui, au Fouet-Boni a bel et bien été au Cameroun pour s'inspirer auprès d'Amadou Ahidjo. Dans le dossier noir du samedi soir, on y reviendra parce que le Cameroun que nous avons aujourd'hui, avec des ministres qui, au lieu de s'occuper du peuple, s'occupent du superflu, s'occupent uniquement à être comme aussi monsieur tout le monde, ne peuvent pas résoudre les problèmes qui les interpellent. Au moment où les enfants sont en train de mourir, partout, à Bamenga, à Boya, à Kumba, et même encore à Kumbo, où on a failli assister à un carnage.
un ministre de la République, Grégoire Ona, lui, est là pour se taper la poitrine, pour me répondre et pour, bien sûr, vanter ses enfants, qui, eux, sont en sécurité et, bien sûr, profitent de tous les avantages de l'État. J'aurais voulu lire sa lettre, ou bien plutôt son poste, mais n'ayant pas assez de temps, je vais vous inviter, bien sûr, uniquement pour ceux qui ont pu voir son poste, à méditer sur deux choses. Monsieur Grégoire Ona, dans sa réponse ou dans sa réplique, contre moi, a voulu dire, a dit que j'étais un expert en mensonges sur le Cameroun. Et deuxième des choses, il a dit que ce sont ses enfants et ceux qui le connaissent qui lui ont dit, est-ce que vraiment Rémi Ngono est même un journaliste? Je voudrais rappeler une première des choses à tous ceux qui me regardent et à Grégoire Ona. En 2001, quand je remporte le prix des Cameroun Press Awards comme meilleur journaliste du Cameroun, celui qui vient me remettre le prix à l'hôtel Hilton s'appelle Grégoire Ona. Quand je remporte en 2002 le prix du comité de l'excellence africaine, la cérémonie se passe au Mont Fébé et celui qui applaudit à tout rompre s'appelle Grégoire Ona. Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, devrait dire la vérité au peuple camerounais. Parce que j'ai publié une information relative à Guillaume Onandi. M. Grégoire Ona a fait une sortie pour dire que non seulement il n'avait pas un enfant de ce nom, mais que c'est une histoire fabriquée et que tous ses enfants, y compris ses neveux, vaquaient calmement à leur occupation et personne n'était en prison à Toulouse. Je vous le dis encore une fois de plus, vous pouvez le vérifier. Eh bien, Guillaume Onandi, dont vous pouvez voir le portrait, ressemblant à son père comme deux gouttes d'eau, est bel et bien à la prison de Toulouse, condamné par le tribunal de grande instance de Toulouse le 21 octobre 2020. À sa condamnation, ce monsieur, dans ses mails et dans toutes les menaces qu'il a eu à faire contre un activiste, et travaillant avec un ancien commissaire de police du Cameroun qui est venu se reconvertir ici en espion pour créer des faux profils et insulter les activistes, eh bien, il dit et il le répète qu'il est bel et bien le fils de Grégoire Ona. D'ailleurs, c'est avec ça qu'il menace tout le monde. Il a pris le téléphone d'une femme qui est morte de suite de cancer et surtout dont le cas a été accéléré par le Covid-19. Paix à son âme. Après avoir récupéré ce téléphone, il est entré pour faire le chantage non seulement à un activiste, mais diffuser des informations qui étaient secrètes, qui étaient intimes. Raison pour laquelle il a été arrêté, il est passé aux aveux
Et il a écopé de 2 ans de prison ferme. Et d'ailleurs, la dernière fois, je disais même 6 mois avec sursis, mais non, c'est 8 mois avec sursis. Il est donc en prison. Donc ce n'est pas une histoire inventée. Et deuxième des choses, c'est que le ministre Grégoire Ouna a voulu faire comprendre aux gens ce qu'il ne le connaissait pas. Et pourtant, M. Grégoire Ouna sait très bien que ce monsieur, eh bien, qui est son fils et qui se proclame, qui se réclame être son fils, a bel et bien eu à faire que Grégoire Ouna reçoive un avocat français en septembre. M. Grégoire Ouna ne pourra pas nier qu'il a des démêlés et qu'il a vu un avocat français. Et cet avocat français étant au Cameroun, eh bien, le Guillaume Owonandi a eu à nous alerter et à faire des mails qui sont bel et bien là et que nous pourrons rendre public à l'autre activiste en lui disant papa va s'occuper de lui, il ne va plus, on verra comment est-ce qu'il va rentrer. Et il a mis des émoticônes. En effet, lorsque ce monsieur, cet avocat est arrivé au niveau de l'aéroport de Douala, il a été arrêté qu'il avait de la drogue. Il a fallu l'intervention de Paris pour qu'il parte de là. Que Grégoire Ouna vienne donc nous dire qu'il n'a jamais rencontré cet avocat. Deuxième des choses que je voudrais quand même dire à Grégoire Ouna, avant de pouvoir continuer, c'est que Grégoire Ouna est en train de jouer exactement le même rôle que son père avait joué. Mesdames et messieurs, demandez à Grégoire Ouna qui est son père. Est-il camerounais? Je vous donnerai donc Ouna. Qu'est-ce que Grégoire Ouna fait? Puisqu'il nous a dit qu'il veut parler, que ce sont ses enfants qui ont voulu qu'il me réponde, je voudrais lui dire, quels enfants? Lesquels? Stéphane Ouna, celui qui ne... Je vais vous expliquer. Si déjà votre fils, Stéphane Ouna, vous savez dans quelles conditions il vit avec vous? Est-ce qu'il vous salue? Vous savez ce qui s'est passé? Je vais raconter au peuple camerounais ce qui s'est passé. Monsieur Grégoire Ouna, quand vous parlez de vos enfants qui sont connus, eh bien, c'est qui? C'est votre fils qui est parti épouser la nièce de Frundi. Ah, on vous a vu justement avec Frundi. Ah oui, on vous a vu avec Frundi hier. Je vais dire ce qui se trame entre vous. Monsieur Grégoire Ouna, je devrais quand même dire que vous le savez, vous qui êtes ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, que vous et moi, on se rencontrait toujours au Kabangondo, à Yaoundé. Est-ce que vous avez dit, j'aimerais bien garder votre femme à côté, parce que chez moi, je ne parle des femmes que si c'est sur le plan politique. Je ne parle ni des femmes, ni des enfants. Sauf si c'est mêle de la politique. Et qui sont responsables. Mais quand vous venez en mission à Paris, avez-vous déjà dit à votre épouse ou au Camerounais que vous venez dans des hôtels et que vous pouvez avoir parfois le goût des Amazones de la basse,
on viendra samedi. Monsieur Grégoire Wona, puisque vous avez voulu démontrer que vous êtes un homme étant consistant et aimant sa famille, je vais aussi venir vous montrer comment est-ce que vous avez détruit ceux qui sont dans votre famille et même vos collègues ministres. Samedi, je vais donc montrer et je vais donner des indications au professeur Joseph Owona. Vous savez très bien que le professeur Joseph Owona a eu l'enfant avec votre nièce. Qu'avez-vous fait à cet enfant? J'expliquerai aux Camerounais. Savez-vous que votre femme, de son nom de jeune fille Ngobel, est la sœur de Joseph Antoine Bell, qui vient souvent chez vous, votre beau-frère? Savez-vous ce que vous avez fait contre Joseph Antoine Bell et dont il n'est même pas au courant? Eh bien, ce sera dans les dossiers noirs du samedi soir. Je vous promets que puisque vous avez voulu venir attaquer frontalement et renier les évidences du seul travail que vous connaissez faire et dont vous êtes expert pratiquement à Kribi. Ah, vous savez que vous partez souvent passer les week-ends à Kribi. Et aussi, est-ce que vous savez que... Bon, en tout cas, je donne rendez-vous samedi dans les dossiers noirs du samedi soir. Ceci étant, peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous vouliez démontrer votre fidélité, mais votre patron, M. Paul Biya, même quand Georges Gilbert Bangla s'est levé pour dire que Paul Biya était son père, Paul Biya n'a pas réagi. Vous venez réagir au moment où je parle d'un fils. Pourquoi vous n'avez pas réagi lorsque Roméo Dika vous a accusé de marche arrière? Ah, voilà notre dossier. Marche arrière. Tout sera versé. Ouais. Il y a un proverbe africain qui dit, je cite, on ne connaît pas le nombre de gibiers, le nombre d'oiseaux que tuent les cailloux que nous lançons en brousse. Vous avez lancé les cailloux partout. Et quand ça tue des gibiers, vous faites exactement ce que votre géniteur a fait. Vous reniez maintenant que non, tel n'est pas mon enfant, tel n'est pas mon enfant. Ok, d'accord. Moi, j'ai donné une information qui était claire. Vous êtes content que les enfants des autres meurent. Et pourtant, vous-même à Paris, vous m'avez présenté. J'ai dit bien à Paris, vous m'avez présenté votre fils qui jouait le rôle de garde du corps. Nous étions au deuil. Vous savez combien de fois vous m'avez rencontré? De Yaoundé jusqu'à Paris. Et ce que vous m'avez demandé, ok, on va tout déballer. Samedi soir, pour les dossiers noirs, langue vipérine, langue serpentine, langue assassine, langue mutine, langue cortine. On m'appelle J. Rémingono. Dieu pardonne, moi pas.